On avait l'impression d'être tous au diapason parce que nous étions tous confinés ensemble, isolés les uns des autres, atomisés, inertes, mais tous ensemble dans cette inertie. L'inertie est devenue une sorte de projet de société au Québec. Frédéric Tétu, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir, c'est un honneur. Merci de m'avoir invité. Je vous présente, vous êtes professeur au niveau collégial, vous êtes également chroniqueur à la radio. On peut vous entendre régulièrement sur les ondes de Radio X notamment. Vous êtes également le biographe d'Éric Duhem. Vous avez fait paraître la biographie du chef du Parti conservateur intitulée « Envers et pour tous ». C'était en 2021. 2022. Rédigé en 2021, publié en 2022. Exact. Bon, vous êtes une figure assez connue, à Québec, dans les milieux politiques. Vous êtes un observateur de la scène politique québécoise depuis 20-30 ans facilement. Vous enseignez depuis 30 ans d'ailleurs la philosophie, je ne sais pas si je l'ai dit. Et la situation politique au Québec actuellement, on pourrait dire qu'elle vous décourage. Décourager, j'aime pas le terme parce que je pense qu'on a un devoir d'agir même lorsqu'on n'a pas un espoir clair d'une réussite potentielle. En tant qu'être humain, on n'a pas le droit d'abandonner, selon moi. C'est une question de responsabilité individuelle et collective. J'ai été avec ferveur engagé dans le mouvement souverainiste québécois. Je n'aimais pas la perspective d'être une sorte de minorité à charge, prise en charge par un État fédéral qui pouvait venir mettre des limites, des contraintes à nos projets collectifs. Donc, pour moi, ça a été un grand échec, l'échec du mouvement souverainiste sur le plan politique. Et c'est surtout ce qui est le comble de l'échec, c'est que non seulement on a dit non au projet souverainiste québécois, mais on n'a pas dit oui au Canada non plus. Donc, pour moi, le Québec, en ce moment, politiquement, est dans une impasse, figé dans une impasse. Je voudrais pas répéter les propos de Christian Saint-Germain, le philosophe que vous avez reçu il y a quelques semaines, dont je recommande chaudement le visionnement de l'entrevue. Donc, le Québec n'est pas un pays, mais pour les Québécois, le Canada est un pays étranger. Donc, en quelque sorte, le Canada est un pays étranger pour un grand nombre de Québécois. Et on envoie une délégation de députés bloquistes à chaque élection fédérale avec l'idée qu'ils vont être un peu nos ambassadeurs. Et puis, on s'en occupe pas beaucoup, hein. C'est-à-dire que si les électeurs du Bloc québécois suivaient vraiment de près l'action politique du Bloc québécois à Ottawa, ils se rendraient compte que 90%, et même, je pense, a été quantifié à 93% du temps, le Bloc québécois vote favorablement au projet de loi présenté par le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Donc, finalement, c'est une sorte de caution du gouvernement Trudeau à visage nationaliste, mais au fond, c'est une coquille vide. Ça montre bien qu'on est dans une sorte de no man's land politique. Et là, le projet d'avoir un État québécois qui intervient de plus en plus, qui grossit de plus en plus, qui réglemente et contrôle de plus en plus, ça a comme remplacé le projet d'avoir un pays libre avec un peuple qui s'émancipe. Donc, le fantasme d'un État québécois un peu omniprésent, comme on l'a vu dans la pandémie, ça a remplacé le projet de pays, selon moi. Et d'ailleurs, je pense que pendant la pandémie, on a eu une sorte de réalisation de cette idée qui nous était présentée dans le projet souverainiste, c'est-à-dire on disait la souveraineté, c'est un État québécois qui a tous les pouvoirs. Et c'est un peu ce qu'on a vécu, même beaucoup ce qu'on a vécu pendant la crise sanitaire. Et je pense que ça explique en partie pourquoi les Québécois se sont tant complus dans le confinement extrême qui leur était servi par leur gouvernement. Qu'ils ont d'ailleurs réélu avec une majorité augmentée l'année suivante. Donc, vous dites le Québécois moyen, par amour de l'État, vu comme un protecteur identitaire, ce Québécois moyen-là fait la réflexion que l'État, après l'avoir protégé sur le plan
culturel le protégerait sur le plan sanitaire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur le plan de... Bien, je pense que nous sommes un État qui est dans un peuple, en fait, ou une population, parce que même la notion de peuple est devenue ambiguë selon moi. Pour qu'il y ait un peuple, c'est un peu comme une classe au sens marxiste du terme. Pour qu'une classe existe, elle doit avoir une conscience de classe. Pour qu'un peuple existe, il doit avoir une conscience populaire. Et je ne suis pas certain que ça existe encore de manière très prégnante au Québec, mais on avait l'impression d'exister collectivement à nouveau à travers un État qui nous rassemblait tous omniprésent dans les médias, dans son action palpable, dans la vie intime. On avait l'impression d'être tous au diapason parce que nous étions tous confinés ensemble, isolés les uns des autres, atomisés, inertes, mais tous ensemble dans cette inertie. Et je constate, suite à la situation dont j'ai parlé, la double impasse, le Québec n'est pas un pays, mais le Canada est un pays étranger, l'inertie est devenue une sorte de projet de société au Québec. Et ça se voit de toutes sortes de façons, mais vous avez parlé de décroissance avec François Fournier. Vous avez parlé de biocratie avec Christian Saint-Germain, le philosophe. Il y a non seulement il y a une peur de la croissance au Québec, une peur de la croissance économique. On veut pas faire de nucléaire, on est fier de notre hydroélectricité, mais on veut plus faire de barrages, on veut diminuer le nombre de voitures par 2. On veut cesser de construire des bungalows à Sherbrooke et ça apparaît comme un projet de société extraordinaire que de tous aller s'entasser dans des tours à condos. Lorsqu'on parle de mobilité, c'est toujours dans une perspective de ralentir la mobilité, donc avec des projets de tramway, construire un pont, c'est devenu quelque chose de problématique. Un troisième lien. Un tramway, c'est-à-dire. Donc, un tramway aussi. Mais le tramway, bon, j'y vais directement. C'est pas un peu l'envers du troisième lien, dans le sens où on a peur du troisième lien, on a peur du tramway. Est-ce que quand même, il n'y a pas dans cette opposition au tramway, un réflexe de petit pain? Ben, non, je pense que... c'est pas un peu le revers de la même médaille. J'essaie d'avancer mon propos, mais je dirais que... Ouais, parce que me donne l'occasion. Je vais être obligé d'anticiper. Donc, je pense que ce qu'on a vécu comme transition, parce que dans les années... En fait, dans le premier siècle du Québec, bon, le Québec est apparu comme entité en 1867 lors de la Confédération. Donc, dans le premier siècle et un quart de l'histoire du Québec, il y avait au contraire une volonté de développer le Québec, de l'électrifier, de l'industrialiser. Les grands projets se succédaient les uns aux autres. On a harnaché les rivières. On était un des endroits les plus industrialisés au monde à la fin des années 60. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, chemin faisant, on a développé l'État québécois, les hôpitaux, les universités, les écoles, etc. Et il y a eu un virage qui, selon moi, s'inscrit dans un virage civilisationnel, c'est-à-dire qui marque tous les États à des degrés ou des vitesses différentes. Je pense que la France est dans une situation semblable à celle du Québec à bien des égards, où finalement, la philosophie a été remplacée par la sociologie comme prisme de construction de l'État, si je puis dire. Et quand je parle de philosophie, c'est la philosophie libérale, qui était la matrice intellectuelle, politique, juridique, sur la base de laquelle le Québec, le Canada, puis les États occidentaux, dans leur majorité, se sont développés au 20e siècle, a été remplacée par le prisme de la sociologie postmoderne qui voit la société comme étant une pure construction. Donc, c'est l'idée que la réalité, c'est la perception qu'on en a. Les perceptions peuvent se modifier. On est dans le relativisme. Le bien et le mal n'existent pas vraiment. On est dans un relativisme qui a toujours tendance à nier la réalité. C'est-à-dire le principe de réalité dont nous parlait Freud est une sorte d'arrière-pensée. Il y a l'expression anglaise que j'aime bien, afterthought.
mais dans notre élan premier, en tout cas dans l'élan premier des penseurs de notre société, dans les universités ou que ce soit dans la fonction publique, il y a cette espèce de fantasme d'une réalité parfaitement plastique qu'on peut déconstruire et reconstruire à souhait et à volonté. Le Québec, pour vous, est là-dedans. Qui est là-dedans au Québec? Bon, à part les woke, vous dites le gouvernement du Québec est là-dedans? Je vais donner des exemples parce que c'est frappant. Okay. En Europe, je pense qu'on a un terrain d'observation extraordinaire en Allemagne et en France. Lorsque, au moment même où le discours alarmiste sur les changements climatiques prend de l'importance, début des années 2000, on s'embarque dans le projet de mettre fin à l'énergie nucléaire. Alors, quand on regarde les choses à partir du principe de réalité, des contraintes, il y a des ressources limitées qui sont accessibles, il y a des besoins qui doivent être satisfaits, on nous dit que c'est les gaz à effet de serre, principalement le dioxyde de carbone, qui est la cause du problème. Quelle est la grande source d'énergie potentielle qui est fiable, qui n'est pas trop coûteuse et qui n'émet à peu près pas de CO2, c'est le nucléaire. Alors, ça aurait dû être une filière qui se soit développée. Alors, au Québec, on a renoncé au nucléaire. Mais le nucléaire fait peur, évidemment, on sait, parce que ça évoque également l'arme nucléaire. Là. La conscience collective est hantée, évidemment, par cette dimension-là. Il y a le nucléaire de 4e génération. La France était un leader mondial dans le développement du nucléaire de 4e génération. Et ça a été abandonné. Mais oui, mais c'est parce que là, c'est le retour du réel. C'est le retour du réflexe. Alors le tramway est un projet absolument inadapté à la ville, à ses besoins en termes de mobilité, à sa configuration géographique. En fait, le projet de tramway, une de ses prémices inavouées, ça se discute en cercle fermé, mais on ne le dira pas sur la place publique. C'est un refus de la ville telle qu'elle s'est développée et qu'elle existe maintenant. Et ça s'inscrit dans un désir de reconstruire la ville sur des principes d'urbanisme qui sont entièrement nouveaux. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des arguments utilisés par les anti-tramways, comme ils disent dans les grands médias, qui sont les mêmes que vous dénoncez? Par exemple, le bruit. Quand on dit le tramway va faire du bruit, est-ce que c'est un argument qui est recevable ou c'est plutôt, encore là, une sorte de nostalgie du confinement, un refus de la ville, en fait, quand vous dites... pourquoi on a peur, finalement, d'un train, d'un tramway? Est-ce que c'est pas dans un débat politique, on emploie tous les arguments qui sont à notre disposition. C'est une lutte, c'est une bataille d'idées. Et ensuite, s'il y a des gens que l'argument de la pollution sonore peuvent convaincre, on va l'utiliser l'argument. Bon, on va l'utiliser. Mais si on regarde le projet sur une base strictement rationnelle, il y a bien des gens, des écologistes très engagés, même radicaux, qui sont contre le projet de tramway parce qu'ils voient bien que c'est une solution qui est absolument sous-optimale. Et quand je parlais du déni de réalité, dans le cadre du discours sur les changements climatiques, très souvent, on parle d'un problème qui est planétaire, puis finalement, quand on amène des solutions, c'est comme si le reste de la planète n'existait plus. Donc, le Québec surestime vraiment son poids démographique sur le continent. Là. Il y a deux voies potentielles. En supposant qu'il y a un problème d'émission de CO2 qui crée un problème de changement climatique, il y a deux voies qui s'offrent à nous. Il y a la voie de la décroissance et il y a la voie de l'innovation technologique. Du développement vert. Du développement vert qui suppose qu'on a de la richesse, qu'on a une économie dynamique. Parce que ça coûte cher et donc ça prend des ressources, donc ça prend une économie qui roule. On fait une transition énergétique qui va prendre une quarantaine d'années, puis on s'engage dans ce chemin-là. Résolument dans le monde occidental, c'est pas unique au Québec, on s'est engagé sur le chemin de la décroissance. Et de un, ça ne fonctionnera pas, ça ne pourra pas fonctionner. Parce que en Asie, il n'y a aucun appétit de décroissance, au contraire.
Les pays asiatiques, que ce soit la Chine, l'Inde, le Pakistan, avec peu de succès, mais l'Indonésie avec plus de succès, la Malaisie, le Vietnam, la Corée, dois-je nommer la Turquie, sont résolument engagés dans des projets de croissance économique à vitesse la plus rapide possible. Donc, la décroissance, d'un, ça ne marchera pas, et de deux, ça aura comme résultat d'occasionner une perte de puissance et d'influence majeure dans le monde occidental. On va marginaliser le monde occidental sur la scène mondiale et je pense que ça va occasionner une perte parce que peu importe les reculs qu'on a vécus dans les dernières décennies sur le plan des principes du libéralisme, la primauté du droit, les droits et libertés fondamentales, les droits de propriété, l'économie libérale, peu importe les reculs qu'on a vécus depuis quelques décennies. Depuis la pandémie particulièrement. Oui. Pendant la pandémie, ça a été l'apogée. Il reste que le monde occidental, c'est le foyer du libéralisme et on a une grande contribution à continuer à apporter aux pays du monde. Oui, oui. Mais justement, vous, Frédéric Têtu, vous passez un certain nombre de mois chaque année en Turquie. Vous connaissez bien ce pays-là. Vous avez écrit au moins deux textes sur la Turquie à Libremédia que j'invite les gens à les lire. Est-ce que, justement, vous dites l'Occident est le foyer du libéralisme? Est-ce qu'on surestime pas un peu les BRICS? Est-ce qu'on se réjouit pas un peu de manière maladroite de la montée des BRICS? Parce qu'on s'entend, la montée des BRICS, est-ce que ça signifie la fin d'un certain libéralisme, finalement? C'est une menace. Et peut-être que c'est le seul espoir qu'on se réveille, qu'il y ait un réveil, que certains endroits en Occident se ressaisissent et fassent un pas de recul par rapport aux évolutions récentes qui vont à l'encontre du libéralisme avec l'étatisme. Parce que c'est comme si on était tellement déçus des dernières années et de l'establishment occidental, ce qui s'est passé avec la pandémie, que certains sont tentés de rejoindre d'une certaine façon les BRICS, alors que peut-être que c'est un leurre dans la mesure où, comme vous dites, si l'Occident décline encore plus, c'est le libéralisme également qui va décliner. Mais la montée des BRICS, en passant, est directement attribuable au déclin, je dirais, la décadence de la civilisation occidentale. La passion pour la décroissance, par exemple. Les pays non occidentaux sont beaucoup plus conscients de ce que nous sommes et ce que nous devenons en Occident que l'inverse. Parce que les faibles ont toujours eu intérêt à bien connaître les forts, alors que les forts peuvent se passer de connaître les faibles. Pour le dire simplement, c'est-à-dire que une puissance dominante comme les États-Unis n'a pas besoin de se soucier outre mesure de ce qui se passe au Libéria ou au Panama. Mais les gens du Panama, eux, les autorités, les politiciens, les bureaucrates, doivent savoir ce qui se passe aux États-Unis. Donc, ils sont très conscients de certaines dérives très présentes en Occident. Je parle de la soif de la décroissance, mais toute l'histoire de la théorie des genres. Ça suscite beaucoup d'intérêt et ils sont très conscients de ça en Chine, en Turquie, dans des pays africains. Et cette théorie des genres est absolument farfelue. Bon. Qu'elle existe dans certaines tours d'ivoire universitaires, c'est une chose, mais simplement, je vais donner deux éléments pour montrer conceptuellement ça rime à rien. D'abord, dans l'expression LGBTQ, on ne sait plus où s'arrêter, on mélange des orientations sexuelles et des identités de genre qui sont tout à fait hétérogènes. Donc, orientation sexuelle, que ce soit être lesbienne, hétérosexuelle, être bisexuelle, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on se sente homme ou femme. Alors, quand quelqu'un nous dit « je suis une femme trans », ça laisse la question ouverte. Oui, êtes-vous une femme trans lesbienne ou hétérosexuelle ou bisexuelle ou queer? On n'a pas la réponse encore parce que ce sont deux choses différentes. Deuxièmement, et ça, pour moi, c'est encore pire, c'est que on est encore dans le déni de la réalité, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, le déni de la biologie. On est dans la construction sociale pure. L'idée, c'est que les genres, c'est de pure construction personnelle et sociale. Donc, ça n'a rien à voir avec la biologie.
Donc, pourquoi cette obsession des chirurgies de transition, des thérapies d'hormones? Donc, ça fascine le monde non occidental? Bien sûr! Juste spécifier, la Turquie est évidemment pas dans les BRICS, là, mais ils sont tout près. C'est certain que les pays non occidentaux ont tendance à être des pays plus traditionnalistes, moins marqués par le modernisme. On pourrait discuter de la Chine, là, qui est un pays communiste, mais sur le plan culturel, c'est des gens qui sont plus près de valeurs traditionnelles et qui incluent des valeurs familiales et religieuses. Donc, lorsqu'ils voient l'espèce de fascination qu'on a pour les trans, les genres de toutes sortes et les drag queens, ben, nous avons l'air étranges. D'ailleurs, il y a un clash entre le multiculturalisme et le wokisme dans la mesure où on a vu des gens des communautés culturelles, comme on les appelle, musulmanes en particulier, aux États-Unis, au Canada aussi, s'opposer assez fermement à l'endoctrinement trans chez les enfants. Bien entendu, il y avait une sorte d'alliance un peu étrange entre des islamistes et des féministes radicales jusqu'à récemment, mais on voit bien que cette alliance-là, on n'a pas l'espoir. Mais ce que je vois, parce que vous l'avez mentionné, la Turquie est un pays c'est le pays d'Asie que je connais de loin le mieux. Les forces conservatrices ralliées autour du président Erdogan utilisent, par exemple, la question des trans ou des genres ou du LGBTQ pour neutraliser politiquement sur la scène turque les forces progressistes. Alors, Erdogan, carrément... forces progressistes et laïques. Forces progressistes et sécularistes ou laïques, est tourné vers l'Europe. Donc, l'influence de l'Europe est minée et sapée en Turquie de manière très évidente par la dérive, ce que moi je considère être une dérive, la théorie des genres qui s'impose de manière institutionnalisée maintenant. Donc pour vous, en gros, le monde non occidental voit dans la propagation du transgenrisme un des symptômes très évidents de la décadence qui fait en sorte qu'on n'est plus un modèle. On n'est plus un modèle. Et pour moi, c'est une perte pour l'humanité, c'est une perte pour le devenir de la planète, donc je me réjouis pas de la montée des BRICS, mais quand on parle de déni de réalité, on en a eu un exemple frappant. J'ai parlé du nucléaire en Europe, qui a été à très petite échelle la même chose au Québec. Les sanctions contre la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. Bon, on peut être tout à fait contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça c'est une chose. Mais la manière dont on a géré notre réaction face à ça, qui a complètement exclu la diplomatie. Complètement. Donc, on est allé du côté des sanctions visant à étouffer économiquement la Russie, puis on a armé l'Ukraine autant qu'on a pu. Bon, alors, il y a eu un déni de réalité extraordinaire à cause de la dépendance d'une partie de l'Europe face au gaz russe. Bon, dépendance qui a été causée en Allemagne en particulier par le rejet du nucléaire. Alors, subitement, sans réflexion, on dit « Ah, plus de gaz russe. » OK. Et là, je me souviens, Chrystia Freeland... Vous parlez du principe de réalité, disons que... Ben, vous allez le prendre où, là? Vous n'avez plus besoin de... Dans les sanctions qui n'ont pas bien fonctionné là, à l'égard de la Russie, les observateurs l'admettent aujourd'hui. Et sur le plan des sanctions économiques, on a carrément utilisé l'arme économique nucléaire. Là, on a carrément exclu la Russie des échanges. Il y a un système qui s'appelle le système SWIFT qui permet les transactions internationales. On a exclu la Russie du système SWIFT, donc on l'a exclu de l'utilisation de la monnaie de réserve qui est le dollar américain dans ces échanges. On a carrément cherché à annuler la Russie. Bon. Canceller la Russie. C'est la cancel culture. Alors, vous regardez une carte géographique, vous regardez le territoire de la Russie. C'est pas Facebook, là, c'est-à-dire que... Et là, on veut canceller la Russie, le plus grand pourvoyeur de ressources naturelles au monde. Sans compter les engrais chimiques, sans compter le blé, etc. Alors, on a poussé la Russie dans les bras de la Chine. Les Chinois, les Indiens, les Turcs, entre autres, ont maintenant bénéficiant maintenant d'un approvisionnement abondant en pétrole et en gaz russe à rabais parce que dans les sanctions, on leur interdit de payer le prix du cours mondial. Donc, ils ont environ 30% de rabais, ce qui leur donne un avantage compétitif sur les entreprises basées dans la zone euro.
Et la réalité est que la Russie, pour le moment, a survécu et elle est en train de réorienter ses échanges commerciaux vers l'Asie, puisqu'elle ne peut plus aller vers l'Europe. Et à terme, ça va contribuer à la force économique de l'Asie et ça va contribuer au déclin inévitable économique de l'Europe, qui est très constatable. Et le Québec, dans ce monde, dans ce nouveau monde multipolaire, lui, comment il se projette, le Québec? Nous, on est dans l'impasse. On peut célébrer, on peut s'auto-congratuler qu'au Québec, on aime plus les drag queens dans les maternelles, les jardins d'enfants. Mais en français, les drag queens, en français, par exemple. En français, alors c'est quoi l'expression française pour les drag queens? À un moment donné, on va y arriver. Là, ça va prendre une expression bien de chez nous. Franciser les drag queens, vous voyez des députés du Bloc... plaider pour des drag queens en français. Ben oui. Non, mais c'est ça le Québec actuel, c'est une espèce de farce, quoi, non? Ben, politiquement, à ce niveau-là, politiquement, inévitablement, il va y avoir un appauvrissement. Mais quand je parle du principe de réalité au Québec, par exemple, un exemple qui m'a toujours frappé, c'est qu'on a toujours les nationalistes que j'ai côtoyés, puis là-dedans, on parle de gens même qui avaient des doctorats ou des maîtrises ou des post-doctorats, maintenait la prétention que l'argent de la péréquation envoyé par le gouvernement fédéral canadien au gouvernement québécois, c'était notre argent qui nous revenait. On a toujours nié la réalité de la dépendance fiscale du Québec à l'égard du Canada. Ce qui nous a permis de ne pas prendre acte d'un déficit économique par rapport à l'ensemble du pays et que pour être vraiment indépendant et maintenir notre niveau de vie, que ça soit un projet attrayant, il fallait continuer ce qu'on avait commencé depuis 100 ans ou un siècle et un quart, c'est-à-dire développer le Québec, entre autres développer nos ressources naturelles. On revient toujours à l'environnement, finalement. Si je vous comprends bien, vous avez l'impression qu'au Québec, on se sert de l'environnement, du climat, pour camoufler notre manque d'ambition, notre refus d'un certain développement, d'un refus d'une véritable autonomie, finalement. Notre ambition, c'est d'être ceux qui allons être à l'avant-garde de ce qui amène le déclin de l'Occident. Le Québec est à l'avant-garde du déclin de l'Occident. Je pense que le fait qu'on soit déresponsabilisé du fait que nous ne sommes pas un État souverain, que nous sommes dans... On n'a pas de relation internationale. On n'a pas de relation internationale. On est dans un état de dépendance avec l'État fédéral canadien, ce qui est une honte. Donc, c'est une raison de plus de ne pas s'occuper trop de ce qui se passe à Ottawa, parce qu'au fond, ça nous peut nous ramener... la réalité de notre effectuer condition. Un retour du refoulé qui est le fait qu'on soit dans un état de dépendance par rapport au Canada. Écoutez, la dernière fois que j'ai entendu des arguments pour la souveraineté du Québec, c'était il faut se séparer du Canada parce que c'est un État pétrolier. Oui. Bon, ouais, mais l'argent... Parlons-en justement de la place de la droite dans le mouvement souverainiste, parce qu'instinctivement, il y a un certain nombre de gens qui associent la droite au fédéralisme. C'est-à-dire la droite, en particulier la droite radiophonique, c'est des fédéralistes pro-américains, etc., qui aiment la culture cowboy, la culture du football, etc., la culture populaire américaine. La place de la droite dans le mouvement souverainiste? Ben, pour moi, d'abord, la droite, faut définir les termes parce que c'est gauche-droite. Bon, alors moi, je me réclame, comme beaucoup de gens de la droite, c'est la droite libérale classique. Donc, au fond, c'est une forme de progressisme à l'échelle de l'histoire humaine. Avec des valeurs comme les chartes des droits et libertés, comme la primauté du droit, etc., le marché libre et concurrentiel, l'économie de marché. Je pense que... Effectivement, c'est des catégories très discutables, mais les gens comprennent. Et pour moi, face aux menaces posées à cet héritage libéral, qui était un acquis dans les années 70-80, l'héritage libéral était un acquis, il n'était pas remis en question. On pouvait se poser la question de la souveraineté du Québec. Mais à partir du moment où les principes même fondateurs de notre société sont mis en cause, où finalement ceux qui défendent la liberté individuels se font traiter d'extrême droite, là, tellement que le prisme politique s'est déplacé vers la gauche radicale, là, il s'agit de sauver les meubles. Il s'agit de sauver les meubles, il s'agit de sauver les principes libéraux fondateurs. Et si c'est plus facile à faire dans le cadre du Canada, Mais dans le fond, c'est une thèse qui a été... qui n'est pas nouvelle, c'est-à-dire la thèse selon laquelle
le mouvement souverainiste s'est détourné de sa mission, l'indépendance, en adhérant finalement à un programme progressiste. C'est que ce qui l'intéresse, à tout ce qui était à la nouvelle mode de la gauche, c'est ça. La gauche à la mode. Donc, le mouvement souverainiste préfère finalement le progressisme à la souveraineté. Tout à fait. On a vu ça apparaître dans les années 90. Et pour moi, il y a une mutation qui s'opère justement dans les années 90, à l'époque où justement le mouvement souverainiste bascule carrément et résolument à gauche. Il y avait un progressisme quand même déjà présent, social-démocrate. C'est sûr qu'au départ, c'est un mouvement de décolonisation. Donc forcément, bon, c'est une époque, les années 60-70, décolonisation de l'Afrique, etc. là. Mais ce que je remarque, puis je reviens, j'ai en tête ma remarque tout à l'heure sur le fait que est-ce que le mot peuple est encore utile pour désigner la population que nous côtoyons au quotidien au Québec, là. Dans les années 90, me paraît devenir apparent une sorte de sécession des têtes de la classe pensante et de la classe dirigeante par rapport à la population en général. En France, je pense que c'est Éric Zemmour qui aime dire la droite a trahi le peuple et la gauche a trahi la nation. Il y a une expression de Javier Milei que j'aime beaucoup. Il parle de la caste. La casta politica. La casta politica, mais j'inclurais là-dedans la casta bureaucratica puis mediatica. C'est ce qui sous-entend. Bon, alors... On rappelle que Milei, c'est le candidat pressenti à la pour présidentielle devenir peut-être argentine. le prochain président argentin, peut-être. Alors, je sais pas de faire des causalités étanches, là, mais je remarque, dans les années 60-70, les églises au Québec se vident, les universités se remplissent par les cohortes de boomers. Quand cette cohorte de boomers arrive aux affaires, sort des universités, prend du galon dans les années 90, le mouvement souverainiste, comme on vient de le dire, devient résolument et prioritairement progressiste et se réclame d'une gauche de plus en plus radicale. Et je remarque que, du même coup, les élites qui influent le devenir de la société, que ce soit dans les universités et institutions d'enseignement supérieur, que ce soit dans la fonction publique, dans la classe politique et médiatique, divorcent d'avec le reste de la population et prennent la posture d'une caste, j'aime bien le mot, qui a comme fonction de guider le bon peuple. Alors, Vous sentez ça à la CAQ, actuellement? La CAQ, c'est une débite un peu étrange, là. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus profond que la CAQ. Hein. La CAQ, c'est un... J'ai bien aimé les propos de Christian Saint-Germain là-dessus. Mais avant d'arriver à la CAQ, là, j'avais été choqué, comme beaucoup d'autres, au début des années 2000, par la publication du texte de la conférence de Peter Sloterdijk, « Règles pour le parc humain ». Où finalement, il en arrivait, il posait le diagnostic de la fin de l'humanisme et qu'il fallait mettre en place une nouvelle façon de diriger le peuple et que ça prenait une caste, une super caste qui allait mettre en place les règles pour gérer le parc humain comme on gère le parc immobilier. Une sorte de zoologie. Une sorte de zoologie de la population. Encore là, il y a des formules de Christian Saint-Germain que je retiens quand une population qu'on va traiter un peu en bon vétérinaire, qu'on va vacciner, pucer et orienter vers le pâturage qui lui convient le mieux. Je remarque vraiment un divorce et la population, donc ça revient... je vous ai entendu à la radio parler des mesures à Londres pour bloquer la circulation automobile avec des taxes vertes. Et je vous ai entendu constater que mais ça frappe, ça pénalise au premier chef les pauvres. Ouais. Le progressisme maintenant se retourne contre les pauvres, mais je le vois dans la perspective que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que les pauvres n'ont pas suivi l'élite socialiste dans le grand combat pour aller au grand soir de la Révolution. Donc maintenant, s'il faut s'allier avec les riches et les super riches, on va le faire. Et dans l'esprit de la caste, quand je vous dis je constate un divorce, là, il y a plein d'événements qui peuvent paraître anecdotiques, mais quand on commence à les mettre ensemble avec une grille d'analyse, ce n'est pas anecdotique. Le nombre de chefs d'État et de responsables de santé publique qui ont violé
complètement, carrément, les mesures sanitaires qu'ils imposaient au reste de la population. Le cas de Boris Johnson est Il y a Boris Johnson aux États-Unis, et les plus confineurs font partie de ceux qui ont le plus violé. Donc, je pense à Nancy Pelosi aux États-Unis, Gary Newsom, qui était gouverneur de la Californie. Et là, attendez, on reproche aujourd'hui à Geneviève Guilbeault de ne pas porter sa ceinture de sécurité, alors qu'évidemment, elle fait la promotion de la sécurité. Qui dit, il faudrait être beaucoup plus sévère sur les règles de sécurité sur la route. Je pense à tous ces milliardaires, lobbyistes écologistes et ministres de l'Environnement qui prennent des avions privés sans embâge, sans honte, pour aller à des grandes rencontres internationales pour nous servir des poncifs et nous sermonner et nous faire la morale sur les changements climatiques. Pour moi, ça témoigne du fait que les règles qu'on veut imposer à la population ne valent pas pour la caste qui est dédiée, la super caste qui, écoutez, qui aura pour fonction de gérer la populace. Le nombre de journalistes québécois qui reviennent de voyage en Europe, au Maroc ou dans les Caraïbes et qui se plaignent sur les ondes de la radio ou de la télé ou dans leurs chroniques dans les journaux, qui se plaignent du surtourisme. Les gens voyagent trop. Nous disent-ils en revenant de voyage. Ça leur a déplu, ils sont allés en voyage, c'était pas des paysans, il y avait trop de touristes. Ce n'est pas anecdotique, selon moi. Et ce que ça veut dire, c'est que la population, si elle ne se réveille pas, je n'ai pas dit le peuple parce que je ne sais pas il est où le peuple. Il y a une population. La population, si elle ne se réveille pas, elle va en baver. Elle va manger son pain noir. Et je ne vois pas pourquoi, en adoptant des mesures d'étatisme, d'interventionnisme d'État, de fonction publique obèse, comme il y a eu au Venezuela ou en Argentine, je ne vois pas pourquoi on échapperait au sort du Venezuela et de l'Argentine. Je crois pas à la Oui, c'est des très bons parce que pourquoi c'est d'excellents exemples? Parce qu'on parle quand même d'une culture politique particulière. Oui, mais on parle quand même de deux pays qui étaient parmi les plus riches au monde. Dans le top 10 des plus riches au monde, il y a à peine 50 ans. Mais avec des problèmes très caractéristiques d'Amérique latine. Mais je ne vois pas pourquoi, avec les politiques publiques qui ont été mises en place dans ces pays-là, entre autres avec la dette publique, l'Argentine, on peut parler de culture politique de l'Argentine, mais n'empêche que leur problème fondamental économique, c'est la dette publique. Du peso canadien. Non, mais oui, mais pourquoi les Américains, les Canadiens, les Français continueraient-ils à être plus riches que la moyenne mondiale alors qu'on tourne le dos aux principes qui ont fait notre prospérité et on adhère à des politiques, entre autres fiscales, sur le plan de la dette publique, qui ont mis à genoux une série de pays dans le monde. Donc, on va vers un appauvrissement généralisé, selon vous, notamment au nom de l'environnement. Donc, un ensemble de règles qui vont nuire à la vitalité économique, parce qu'on sait qu'évidemment, les systèmes réglementaires étouffent. La corrélation entre la taille de l'État dans l'économie et la baisse de la croissance économique a été établie. C'est-à-dire qu'on est capable de dire quand un État occupe à peu près 30 % de l'activité économique, ça a un effet bénéfique parce qu'il y a des infrastructures, il y a une place pour l'État. Et la Chine, c'est pas la Chine, c'est un cas différent parce qu'il y a c'est un capitalisme communiste, c'est très... Mais le meilleur exemple qui est donné par Charles Gave en France, c'est que la Suisse, au début des années 60, avait un gouvernement qui accaparait environ 30 % des ressources nationales, des ressources économiques. Et c'était la même chose en France. Et le niveau de vie moyen en Suisse et en France était à peu près égal. 50 ans, 60 ans plus tard, le poids de l'État dans l'économie française a doublé. Il est à 60 % des ressources. Le poids de l'État suisse est resté à 30 %. Et aujourd'hui, la richesse moyenne par habitant en Suisse est 2 fois celle de la France. Donc, on a un État qui, à force de grossir, devient parasitaire, paralysant. Et c'est comme ça, au-delà des cultures politiques. C'est ce qui arrive en Afrique, c'est ce qui arrive quand on essaie le socialisme en Asie, c'est ce qui est arrivé en Europe de l'Est, c'est ce qui est arrivé en Amérique latine. C'est quoi l'immunité que l'Europe de l'Ouest ou l'Amérique du Nord aurait par rapport aux effets néfastes de cette manière inefficace de gérer l'économie? Il n'y en a pas.
Vous évoquez d'entrée de jeu l'inertie au Québec. Bon, pour vous, elle est en grande partie due à ce surétatisme? Ben, pour moi, c'est d'abord ce surétatisme-là, on le voit un peu partout en Occident. Les pays où il n'y a pas une inflation étatiste marquée sont des exceptions. On va trouver la Suisse, mais pour une Suisse, on va trouver une Italie, une Espagne, une France. Bon. Même quand on compare l'Allemagne à la France, il y a 20% de plus de fonctionnaires en France qu'en Allemagne par habitant. Mais n'empêche que le poids de l'État allemand dans l'économie allemande, c'est à peu près 50%, donc c'est quand même énorme. Donc, au Québec, je dirais qu'on s'en donne à cœur joie. On se permet plus d'État que ce qu'on pourrait normalement parce qu'on bénéficie de transferts d'argent qui nous viennent de l'État fédéral. Et c'est qui la caste au Québec? C'est qui? On le dit, c'est... Ah, mais concrètement, là... je pense qu'on est rendu dans un système où, au fond, la démocratie, c'est une façade. Il y a une sorte d'autonomie bureaucratique qui s'est mise en place. Les vrais gestionnaires de l'État, ce sont les hauts fonctionnaires. Les sous-ministres non élus ont beaucoup plus de pouvoir, surtout sur le moyen-long terme, que les ministres élus. Et donc, ce qu'on appellerait le deep state aux États-Unis. Oui, mais ça, le deep state, ça me fait rire parce qu'on appelle ça une théorie du complot. J'ai lu une douzaine de livres sur l'histoire politique de la Turquie. Et le mot, par des intellectuels turcs et français et autres, et on ne peut pas parler de la politique turque sans parler du deep state et l'État profond. Et comment ils appellent ça? Et en turc, l'État profond. En turc, je ne sais pas, parce que j'ai lu les livres en français quand même, là, je ne les ai pas lus en turc. Mais l'idée que quand on définit c'est quoi l'État profond, c'est évident que ça existe à différents degrés dans presque tous les États. Mais là, vraiment, je pense que nos élus, pour parler par exemple de la CAQ, mais ce serait à peu près la même chose pour les autres partis politiques, vont au Parlement, en fait sont les porte-parole de l'État auprès de la population et non pas les représentants de la population dans le but de gérer politiquement l'État. On le voit au Québec. Nos élus au Québec, ce sont essentiellement des travailleurs sociaux dans leur comté qui s'occupent, qui vont assister à l'inauguration d'une nouvelle cantine et qui finalement sont soumis à la fonction publique. Vous dites, ils sont impuissants. Je ne dis pas qu'ils sont soumis, puis je vous dis pas qu'ils ont de la mauvaise volonté. Non, c'est pas ça le point. Puis ponctuellement, ils peuvent faire des choses, mais vous remarquerez qu'ils pourront d'autant plus influer sur la société. Ils vont d'autant plus avoir de succès, les politiciens, lorsqu'ils adoptent des mesures, que lorsque ces mesures-là font en sorte de donner plus de pouvoir aux fonctionnaires. C'est-à-dire, quand les politiciens décident d'adopter des programmes qui donnent plus de pouvoir aux fonctionnaires, ça fonctionne très bien, ils ont du pouvoir lorsqu'ils augmentent le pouvoir de la fonction publique. Mais on le voit au Québec, avec ce qui est l'élément le plus important et de loin. C'est presque la moitié de l'État québécois en termes de dépenses publiques, c'est le système de santé. Ouais. Et clairement, c'est un échec, c'est une faillite, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas dans le terme... C'est un rôle des corporations. C'est ça. Alors, la fonction d'un système de santé, c'est de soigner les gens, puis il y a des problèmes énormes en termes de liste d'attente. Mais je veux juste... on va enfoncer le clou que vous avez mentionné. Le problème, c'est clair, il faudrait décentraliser, il faudrait mettre de la concurrence, amener la contribution du privé. Et là, c'est les corporations, les grandes centrales syndicales qui sont de mèche, de maillées avec la fonction publique. Tout ça fait en sorte qu'il y a une inertie complète. En fait, ils sont impuissants. Je ne dis pas qu'ils sont de mauvaise volonté, les politiciens qui gèrent le Québec, les élus. Je ne dis pas qu'ils sont de mauvaise volonté. Je ne dis pas qu'ils sont idiots et qu'ils ne comprennent pas. Simplement, ils sont impuissants. Mais là, vous comprenez bien, vous comprenez bien. Si je comprends bien, vous dites que l'État-providence, dont on vante les mérites depuis la Révolution tranquille, sert non pas la population, mais la caste que vous décrivez. C'est gros, c'est très, très gros. Oui. Il y a le danger que l'État, en devenant obèse, devienne une sorte de trou noir qui siphonne les ressources de la nation. Il sert qui, l'État-providence au Québec? La prétention, c'est qu'il sert la population. Et c'est une des conditions du maintien de son pouvoir et surtout de son accroissement.
c'est de prétendre qu'on va avoir un panier de services, puis qu'enfin, on aura les super gestionnaires qui feront en sorte que finalement, le système de santé ou le système d'éducation servira les gens. Mais je viens de mentionner le système d'éducation. Alors, l'État québécois, c'est un super paradoxe. La CAQ avait promis de couper 5000 fonctionnaires s'ils prenaient le pouvoir en 2018. Ils prennent le pouvoir. Que font-ils dans leur mandat de 4 ans? Ils engagent 74 000 nouveaux employés. Des fonctionnaires. Ce qui est énorme. Ben, il y a des secrétaires là-dedans, on se comprend. Sauf que, et ça, à l'échelle québécoise, c'est majeur. Si on rapporte ça sur le nombre de travailleurs existants, c'est à peu près 2 de la population qui est sur le marché du travail, qui s'ajoute à un État qui était tellement gros que la CAQ nous promettait de couper 5 000. Et quel est le résultat de tout ça? 4 ans plus tard ou 5 ans plus tard, il nous manque 8 558 enseignants dans les écoles primaires secondaires. On va caser le cellulaire en Il classe. nous manque des orthopédistes, des psychothérapeutes et tout le tralala. Et même chose dans le système de santé, il nous manque de médecins, il nous manque d'infirmières, il nous manque d'inhalothérapeutes. Alors, à quoi servent ces 74 000 nouveaux employés? Ben, moi, je pense qu'ils servent à faire fonctionner la machine. Et à quelque part, la population est dans un examen de conscience à faire. Parce qu'elle se laisse acheter par la promesse qu'un jour, elle se fera payer des services de qualité par un État qui va financer ces services en taxant les riches et les entreprises. Donc, il y a comme je dis pas que la population est immaculée et vertueuse dans tout ça, mais l'évolution qui se met en place avec l'État-providence, ben c'est l'État-providence, c'est-à-dire c'est l'État, le gouvernement qui de plus en plus prend en charge des bénéficiaires qui sont infantilisés face à un État un État CPE qui veut les prendre en charge du berceau au tombeau. Donc, tu sais, quelque part, la responsabilité, parce que la vraie liberté individuelle, c'est pas du pur égoïsme avec l'idée qu'on fait ce qui nous plaît quand ça nous plaît. La vraie liberté, au sens fort du terme, ça vient avec la responsabilité, c'est d'être responsable de soi-même, d'être responsable de sa communauté, d'être responsable de sa famille, d'être responsable politiquement en s'informant, en allant voter. C'est sûr que de la part de la population, on assiste dans un large pan de la population, on assiste à un grand décrochage, là. Les taux de participation aux élections diminuent. En même temps, c'est dur d'attribuer le blâme parce que si j'ai raison de dire que nos élus sont simplement des représentants du système... Donc, c'est ça, les gens se sentent dépossédés politiquement. Ils se sentent dépossédés, mais en même temps, face à cette dépossession, l'idée, c'est pas d'abandonner puis de décrocher. Il faudrait au contraire se responsabiliser. Qu'est-ce qu'on fait devant ça? Vous déplorez beaucoup le conformisme dans les médias, alors, etc. La seule solution, il y en a une, c'est de s'engager dans des mouvements anti-establishment. Parce que si ce que je viens de dire sur l'État... Le populisme, il faudrait que tu es dessus dans le populisme. Oui, tout à fait. Populiste. Vous nourrissez une conception du monde manichéenne, c'est le peuple contre les élites, c'est le peuple contre le 1%. Non, je suis pas d'accord, parce que, comme je viens de dire, la population n'est pas innocente. Mais si on veut maintenir dans l'avenir les plus grands acquis du libéralisme politique et économique, la liberté, la sécurité, la prospérité, il faut envoyer des gens qui sont anti-establishment, des gens qui vont être prêts à se coltailler avec l'appareil bureaucratique. Et puisque l'appareil médiatique sert de couverture permanente à l'appareil bureaucratique, nécessairement, ça prend des figures politiques qui sont prêts à défier, à refuser de se mettre dans les balises, dans les ornières où les médias, leurs représentants voudraient qu'ils s'engagent. Donc, je vous dirais que il y a des figures comme ça qui apparaissent à certains endroits. À l'échelle fédérale, Pierre Poilievre, est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui est capable de faire le ménage à l'échelle fédérale? Écoutez, il y a le proverbe qui dit la fonction fait l'homme, c'est-à-dire qu'on peut jamais avoir une certitude à l'avance qu'un homme parce qu'on parle beaucoup d'opposition contrôlée, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Mais je pense que c'est notre meilleure chance à l'échelle fédérale, c'est Pierre Poilievre. Je n'aurais pas dit la même chose d'Andrew Scheer, je n'aurais pas dit de son autre prédécesseur, Erin O'Toole. Je trouve que même Stephen Harper a été très décevant.
Donc, j'ai pas un discours partisan. Hey, les conservateurs, ce sont des messies, puis on se ferme les yeux, puis on vote conservateur. C'est pas du tout mon attitude. Je viens de l'illustrer. Mais Pierre Poilievre, en tout cas, il exploite le bon filon. Il déploie la bonne vision. Ensuite, jusqu'à quel point ça aura des effets à long terme sur l'évolution de l'État fédéral canadien, ça, je pense que c'est une chance à prendre, voter Poilievre, mais ensuite, faudra le talonner. Je pense qu'il y aurait comme un souhait c'est Benjamin Constant qui a dit la plus grande beauté de la démocratie libérale, c'est qu'on n'a plus besoin de s'occuper de politique. On vote, puis des représentants s'en occupent à notre place. Je pense qu'il faut une population mobilisée. Il n'y aura pas de sauveur et même si Poilievre voulait vraiment mettre en place des réformes qui iraient dans le sens que je souhaite, il aurait besoin d'un appui constant de la population. Parce qu'il y a des forces contraires qui travailleraient à l'empêcher. Médiatiques, mais aussi institutionnelles. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de leader populiste qui peut réussir quoi que ce soit sans une partie importante de la population qui est mobilisée, informée. Quand je dis mobilisé, qui donne de l'argent, qui donne du temps, qui prend la parole, qui est engagé. Et c'est donc pour moi c'est important là. Il y a cet État qui acquiert une sorte d'autonomie par rapport à la population, mais il y a aussi une grande partie de la population qui se désengage puis qui trouve son compte. En fait, de dire que ça sert à rien de voter, ça fait l'affaire de beaucoup de gens. Le confort et l'indifférence. Voilà. C'est beaucoup ça quand même au Québec. Ouais. Et la gestion du quotidien. Hein? La gestion du micro-quotidien. Netflix, la partie de hockey, les quais. Rénover sa salle de bain. Rénover sa salle de bain pour reprendre une de vos formules. Mais en français. Aller au festival d'été. Planifier son prochain voyage dans un tout inclus. Société des loisirs. Société des loisirs. Et moi, je pose la question. Pour moi, c'est une question de philosophie politique importante. La démocratie libérale est-elle compatible, est-elle possible dans un contexte de divertissement permanent ou de la possibilité du divertissement permanent? Je parlais de l'État qui devient une sorte de trou noir qui aspire les ressources de la nation, mais je pourrais dire aussi que le web est aussi une sorte de trou noir de divertissement qui peut aspirer et qui aspire bien des individus qui consacrent la majorité de leur temps, tout leur temps disponible à aller voir des choses. Tu sais, je ferais pas besoin de grands dessins, là, mais sur TikTok, le peu que j'en ai vu, c'était pas... c'est pas ça qui nous redonne espoir en la nature humaine, là. Ouais, je comprends bien. Frédéric Tétu, ça a été très intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Libremédia. Merci. À bientôt. À bientôt.